Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une API REST complète avec le framework Next.js. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons créer une API tout douce, simple mais complète où on aura toutes les opérations du create, c'est-à-dire le create, le read, le update et le delete. Donc, on aura pour cette vidéo une route en post qui va permettre de créer nos différentes tâches, deux routes pour le read, une pour lister toutes les tâches qui ont été créées, une pour lister les détails d'une tâche en particulier, une autre route en patch pour modifier une tâche en particulier et une route pour supprimer une tâche. Dans nos différentes tâches, bon là, pour représenter nos tâches dans notre application, on va opter pour ce modèle-ci. C'est-à-dire, on aura une propriété qui va définir le titre, une autre pour la description, elle sera optionnelle. Elle sera optionnelle. Une autre qui va marquer si la tâche a été achevée ou pas. Bon, par défaut, elle sera false. Et deux propriétés enfin pour pouvoir définir l'une, la date à laquelle la tâche a été créée et pour l'autre, la date des dernières mises à jour de la tâche. Une fois ceci dit, on va se rendre sur notre terminal pour initialiser notre projet. Pour pouvoir faire notre API, nous allons tout d'abord commencer par installer l'interface de ligne de commande de Next.js. Cela va se faire avec la commande npm install-g@nextjs.cli. Donc, vous voyez cette interface de ligne de commande comme un assistant qui va venir nous permettre déjà en premier d'initialiser nos projets Next.js. Aussi, il peut nous permettre de faire les choses comme lancer le serveur de développement. Donc, lorsque vous allez développer votre API, vous allez pouvoir lancer euh, le serveur de développement avec l'interface de commande de Next. Vous allez pouvoir aussi, une fois que votre API est totalement développée, la build pour la passer en production. Il va permettre ceci et bien d'autres choses qu'on va voir par la suite et dans cette chaîne. Bon, une fois ceci fait, vous pouvez tester si tout est bien installé en tapant la commande next/h pour voir les options disponibles. Alors, dans les quelques options disponibles avec cette interface de ligne de commande, nous allons nous intéresser à Next.new, qui permet de générer une nouvelle application Next.js. Donc, on va faire Next.new pour le nom de notre application. On va l'appeler To-Do API. On lance une demande quelle gestion de package on veut utiliser. Notre code, on va prendre npm. Donc, ce qu'il va faire en gros, c'est créer les différents dossiers et fichiers qui va constituer la base de notre application. Donc, toutes les applications Next.js à la base, elles ont cette structure-ci. Et il va installer tous les paquets d'ici dans ce package.json ici. Donc, une fois que notre projet a été initialisé, nous allons l'ouvrir dans notre éditeur de code. Et on va un peu voir à quoi ça ressemble l'architecture d'un projet Next.js de base. Donc, on va l'ouvrir. Et on peut remarquer, je vais agrandir un peu. Bon, déjà à la base, nous avons un truc classique, un package.json qui va laisser les différentes dépendances de notre application. Nous avons le dependencies et tout. Nous avons le fichier next-cli.json. Donc ici, ce sera un peu la configuration de notre projet. Donc au fur et à mesure qu'on va ajouter des choses, ce fichier pourra être modifié pour être édité automatiquement par l'interface de ligne de commande de Next. Bon, nous aussi, on pourra le modifier manuellement à l'occasion. Mais pour cette vidéo, ce ne sera pas nécessaire. Nous avons un linter et tout. Et le fichier qui va nous intéresser, c'est le fichier source. Donc, vous allez voir, dans la plupart des projets Next.js, il y aura toujours il y aura toujours ceci. Vous allez voir toujours cette architecture qui va revenir, le module, le service et le contrôleur. Donc, à quoi cela va servir? En gros, toutes les applications, la structure de base des API faites avec Next.js, c'est qu'elles sont regroupées par module. Vous voyez les modules ici, un peu comme la représentation d'un domaine métier pour notre application. Donc, si on va prendre par exemple l'API, une application e-commerce, on aura un module qui va gérer par exemple les utilisateurs, l'authentification, un module qui va gérer le panier par exemple, un autre module qui peut gérer les commandes. Donc, et cela sera représenté par un fichier .module.ts. Ça peut être user.module.ts et généralement ils sont regroupés dans les dossiers.
Donc, le module, c'est un peu ça. Le contrôleur, lui, voyez-le comme l'interface qui va permettre de gérer les requêtes. Donc, c'est pas lui, quoi. C'est à ce niveau, c'est qu'on va définir différentes requêtes qui seront disponibles sur notre module. Et après, on aura le service. Le service ici, ce sera la logique métier. C'est là où on va mettre toute la logique business. Bon, on aura plein d'autres interfaces avec Node.js, notamment les gares, notamment bon, on va avoir plein d'autres interfaces avec Node.js, notamment les gares, notamment les intercepteurs et d'autres qu'on verra par la suite. Bon, ce que ce module-ci a de particulier, le App module, c'est que ce sera le point d'entrée de notre application. Donc, ce sera ce module-ci qui va lister tous les différents modules de notre application. Donc, depuis ce module, on va importer tous les modules de notre application et il va être utilisé dans le fichier main.ts pour initialiser notre projet. Vous allez voir ce fichier-ci, lui, il importe le app.module où sera listé tous nos modules et il va créer l'application Next depuis ce point d'entrée-ci. Et bon, par défaut, il est sur le port 3000. Et ici, on va juste venir ajouter le modificateur qui va la code de SI, void.bootstrap. Bon, là, c'est un peu la structure de base. On va lancer ceci en faisant la commande npm run startdev. Donc là, je ne me suis pas me déplacer dans le projet et lancer la commande. Donc, cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? En regardant le package.json, nous allons voir cela. Dans la StarDev, elle va lancer notre application en utilisant le CLI de Next, l'interface de ligne de commande. Et elle va notamment utiliser la commande start-watch, c'est juste pour pouvoir lancer en mode interactif, en mode suivi, quoi. Donc, chaque fois qu'on va faire des modifications, elle va recompiler et relancer le serveur pour qu'il représente toutes les modifications que nous avons faites. Sinon, vous pouvez utiliser npm start, il va juste lancer l'API au moment, en prenant en compte l'état au moment où vous avez lancé la commande. Donc, toutes les modifications qui seront faites après ne seront pas prises en compte. Vous devez manuellement couper la commande et relancer en fait après. Donc, lorsque vous êtes en dev, je vous conseille d'utiliser la commande star, le script en fait star 2.dev. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, donc, en gros, à la base, il y a juste une seule route disponible, la route get à la racine, et elle est définie dans le contrôleur app.ts, app.controller.ts. Donc, ce get-ci, il va juste renvoyer un hello, il va appeler le service app service, qui retourne juste un hello world. Donc, pour notre cas, nous n'avons pas besoin de ceci, on va les supprimer. Bon, vous pouvez les laisser, mais pour plus de clarté, je vais les supprimer. Move to crash et je vais venir corriger ici, ici. Donc là, regardez notre c'est clean, il n'y a plus aucune route disponible. Bon, pour démarrer notre application, pour commencer à coder notre API, on va créer un module pour nos to-do, pour nos tâches. Donc, comme je l'ai dit tantôt, tous les domaines métiers avec Node.js sont représentés par des modules. Donc, on va créer un module pour gérer nos tâches. Donc, cela va se faire avec l'intervalle de ligne de commande de Next. Je vais d'abord couper mon serveur dans un premier temps, couper serveur de développement. Je vais faire Next Generate module to-do. Cette commande va venir me créer d'abord un répertoire to-do parce qu'il n'existait pas. Il va créer le module à l'intérieur et aussi il va l'importer dans le app.module. Donc on va créer là, c'est le module. On va créer notre contrôleur par la même occasion ainsi que notre service. On va la commande Next Generate. Si je ne vais pas prendre module, je vais prendre contrôleur. On fait ceci. Et s'il a fait, il nous a créé notre contrôleur. Il a importé le contrôleur dans notre module to do. Et par la même occasion, il nous crée un fichier de test pour ce contrôleur. Bon, il faut savoir que les contrôleurs, les services et d'autres interfaces Node.js viennent avec un fichier de test par défaut. Donc même le service, on va le créer, va venir avec un fichier de test par défaut. Et pour
annuler cela ou refuser cela. Voilà, je vais mettre ces services pour créer le service. Vous pouvez préciser à la fin no spec pour qu'il ne crée pas le fichier de test. Donc là, en l'occurrence, là, j'ai créé le service et il est importé dans le module. Donc, pour voir cela, on va revenir ici et on va voir qu'effectivement, il nous a créé notre module ici. On enregistre. Il déclare le contrôleur et le service. Bon, on va supprimer ces fichiers test. Il ne nous intéresse pas pour le moment. Bon, là, c'est un peu de base. On va venir là, relancer notre... Bon, pour plus de clarté, je préfère le lancer ici. Je vais lancer dans mon éditeur direct. J'espère que ça va marcher. npm run started. Bon, il y a mon terminal qui râle un peu. Je vais passer à la dash. npm run started. Ok. Ouais, c'est bon, c'est lancé. Maintenant, bon, dans un premier temps, on va d'abord définir le schéma de nos tâches. Donc, comment est-ce qu'elles sont représentées? Quelles sont les propriétés qui seront disponibles sur nos tâches? Donc, pour ce faire, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler todo.schema. Mais si vous voulez pour un modèle, ça dépend de vous. .ts. Donc ici, on va définir notre classe. Et qu'est-ce qu'on va prendre en propriété? On va prendre, on va dire que une todo, elle a un titre qui est le type chaîne de caractères. Elle a une description optionnelle, bien évidemment, et qui est le type chaîne de caractères. Elle pourra avoir une propriété qui permet de marquer si elle est terminée ou pas. On va dire qu'elle est optionnelle par défaut, que c'est un booléen. Je sais pas si on peut mettre la classe. La false. Ok, par défaut, elle est marquée comme incomplète, comme non achevée en fait. Et on va mettre d'autres propriétés qui vont permettre de savoir à quel moment la tâche a été créée et à quel moment elle a été modifiée. Là, je vais faire le update. Ok. Une fois ceci fait, nous allons parler d'un truc très important pour la suite de la vidéo, c'est la validation des données. Donc, une bonne pratique dans le développement des API consiste à valider les données qui sont envoyées depuis le client. Donc, généralement, pour interagir avec notre API, on va recevoir des données à l'intérieur des requêtes pour certaines requêtes. Et il est intéressant de pouvoir valider le format des données pour pouvoir se rassurer qu'on reçoit exactement ce à quoi on s'attend. Donc, avec Nest.js, cela se fait avec ce qu'on appelle les pipes. Donc, on va aller sur la documentation sur le site officiel. On va aller ici dans Overview, Pipe. Donc, les pipes, pour faire simple, ce sont des classes bon, qui vont généralement être sous forme de décorateur et qui vont permettre de transformer ou bien de valider les données qui sont envoyées depuis notre client. Donc, comme vous voyez là, généralement avec Next.js, il y a plein d'outils, plein d'interfaces qui ancrent dans le processus de gestion des API. Bon, généralement, les pipes, elles sont situées juste avant notre contrôleur. Si vous vous rappelez, le contrôleur, c'est là où on va déclarer toutes les routes et là on va gérer en fait toutes les routes qui sont disponibles sur notre module. Dans les pipes, elles interviennent juste avant le contrôleur et c'est l'endroit parfait en fait pour pouvoir transformer et valider nos données qui sont envoyées depuis le client. Donc, dans notre cas, il y a plein de pipes. Il y a des pipes qui sont directement intégrés à Next. Donc, vous avez les pass-in, déjà là, c'est pour se rassurer que une donnée est un entier. Vous avez pass-float, pass-pool, etc. Mais celui qui va le plus nous intéresser, c'est celui-ci. Bon, on va utiliser ces deux-ci en l'occurrence. Le validation pipe, c'est un pipe assez particulier à la mesure, lui, il est plus flexible. Et je suis pas sur schema based validation. Ok.
Le validation pipe, c'est un validateur très puissant dans la mesure où il va nous permettre de valider nos données de façon déclarative en utilisant les types JavaScript. Donc, ça va se présenter sous cette forme ici. Attendez que je cherche. Classe validator. OK. Et là, donc, vous voyez un peu la structure. Donc là, on définit une classe avec la structure des données qu'on voudrait avoir. On va définir bon, un truc TypeScript de base, le nom, on met le string. Et là, ça, c'est ce qui est rajouté par classe validator. Donc, une déclaration, de façon déclarative, on va dire qu'on veut absolument que cette propriété ici soit un nom. Et dans le cas contraire, on va renvoyer une erreur. Donc, pour notre application, on va tout d'abord commencer par créer nos différents DTO ou Data Transfer Object. Donc, ça, c'est généralement pour les bonnes pratiques. C'est comme ça qu'on appelle ces classes-ci pour valider les, les différentes entrées, les différentes requêtes qui sont envoyées sur nos différentes routes, en fait. Donc, pour ce faire, on va créer un dossier qu'on va appeler DTO. Dans la requête, dans notre cas, pour notre CRUD, qui vont nécessiter, un payload. Donc, les requêtes qui vont nécessiter de passer des données, ce sont en l'occurrence les requêtes de création et de mise à jour. Donc, on va créer des GTO pour ces deux requêtes-là. Donc, on va les appeler create todo.gto.ts. Bon, déjà, avant de continuer, il va falloir installer les paquets nécessaires. On va prendre en l'occurrence ceci, classe transformer. Bon, il râle un peu. On va couper nos receveurs. Voilà, c'est ici. Et un autre paquet. Bon, ce paquet dont on aura besoin, ce sera ce paquet-ci. Bon, lui, il va permettre, comme vous allez voir, bon, je vais le montrer après, il va permettre de pouvoir générer des DTO à partir d'un autre. Donc, il a des utilités qui permettent de... C'est un raccourci. Donc, on va le voir tout à l'heure. Bon, déjà, pour pouvoir configurer les DTO dans notre application, on va le voir sur la documentation de Next.js. Je prends classe habilitant. Il y a une première configuration qu'il faut faire ici. Voilà, là c'est pour pouvoir enable, pouvoir activer la validation de façon globale sur notre application. Parce qu'on peut aussi le faire par module. Mais de base, pour une bonne pratique, c'est de l'activer de façon globale pour ne pas avoir répété un peu la structure sur tous nos différents modules. Donc, c'est ce qu'on va faire. Il suffit d'ajouter cette ligne dans notre fichier main.ts. Et d'importer ceci depuis. OK. Une fois que cela est fait, on va créer nos GTO. Donc ici, on va exporter la classe. C'est le GTO qui va être utilisé pour valider la requête lors de la création des to-do et to-do GTO. Donc, comme on l'a vu au niveau de notre modèle, on a dit pour la création, on va passer le titre qui sera obligatoire. La description, elle sera facultative. Le complete, lui, on va le passer. On va supposer que à la création, par défaut, la tâche n'est pas encore achevée. Le create, lui, on va le créer dynamiquement depuis la logique de création de notre to-do, de notre tâche.
update at lui aussi, on va le mettre par défaut. Ces deux valeurs, ces deux propriétés auront la même valeur par défaut dans la création de nos tâches. Donc ici, on va dire title, on s'attend à avoir une propriété title et un string. Donc là, c'est une classe TypeScript normale, description. On peut même récupérer ceci. Maintenant, là, on va ajouter les différentes instructions pour la validation. On va dire ici, c'est s'attend à avoir une chaîne de caractères. Qu'est-ce qui se passe? Bon, là, c'est une erreur wrestling. On va disable pour le fichier de façon bonne. Ici, on va aussi dire la même chose que c'est une chaîne de caractères. Mais on va préciser qu'elle est optionnelle. Is optional. OK. Donc là, ce sera pour la création de nos différentes tâches. Et pour la mise à jour, on va créer un nouveau DTO update todo.gto.ts. Donc maintenant, là, on va utiliser ce que je vous... Bon, on va utiliser un des utilitaires que fournit par ce paquet. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que à défaut de redéfinir, de créer des classes comme on a fait ici, on peut se dire pour mettre à jour une tâche, on va passer pratiquement les mêmes paramètres que ceux passés lors de la création de tâches, mais sauf que ceux-ci sont optionnels parce qu'on va tout passer. On peut se dire, si tu veux modifier une tâche, tu peux vouloir modifier le titre ou la description et donc par défaut, tu n'es pas obligé de passer tous ces paramètres. Tous ces paramètres sont optionnels lors de la modification d'une tâche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter la classe, on va créer la classe update todo GTO. Donc on aurait pu faire ça, définir tout ce qu'il faut et tout et tout. Mais grâce au paquet next map type, on va faire ceci. On va faire extend. On va dire que l'extend d'une version assez particulière de la classe create todo GTO. On n'oublie pas de donner ici, qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est pas dans les pochettes, c'est une fonction, autant pour moi. OK. Donc, cette fonction-ci, qui sera appelée sur notre classe createTodo, elle va envoyer une version de la classe où tous les paramètres sont optionnels. Donc, si ici, là, le titre il est obligatoire, bon, parce qu'on l'a pas explicitement marqué optionnel, donc il est obligatoire de façon implicite. Donc, ici, là, dans cette classe-ci, il sera optionnel. Donc, un truc qu'il va falloir ajouter, c'est le complete. On veut pouvoir, lorsqu'on crée, lorsqu'on met à jour une tâche, on puisse passer le complete. Donc, on peut on peut se dire si la tâche est terminée ou pas. Donc, pour pouvoir modifier la tâche juste pour pouvoir dire qu'elle est terminée. Bon, par défaut, on va dire optionnel parce que lors de la modification, tous les paramètres sont obligatoires. On va dire qu'elle est optionnelle. C'est optionnel. Et on va dire que là, on s'attend à avoir un boolean. Ici, boolean. Donc, c'est assez intuitif en fait avec la part, avec class validator. Ici, on va disable l'erreur type, l'erreur string. Donc, pour faire simple, déjà, on étend la classe createTodo en récupérant tous les types. Et grâce à la fonction utilitaire PartialType fournie par ce paquet, on va dire qu'on veut une version où toutes les propriétés de ce GTO aussi sont optionnelles. Et en plus de cela, on précise que pour ce GTO aussi, on peut ajouter une propriété complète qui sera un booléen et qui sera aussi optionnel. Donc, une fois qu'on a cela, on va s'attaquer maintenant à la création de nos services, à la logique métier de nos to-do. Donc,
Déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est créer, pour la sauvegarde de nos différentes tâches, on va juste créer une propriété qui va stocker nos différentes tâches. On va l'appeler todo. Et elle sera de type todo. Bon, d'après, en référence à notre modèle qu'on a créé ultérieurement. Bon, là, c'est pas une bonne pratique. Normalement, de façon, normalement, de façon, là, c'est pas une bonne pratique. Dans les normes, on devrait stocker nos différentes tâches dans une base de données. Mais pour cet exemple, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, on va stocker ça en mémoire dans une variable. Donc, on va aussi créer une sorte de curseur incrémental pour pouvoir, pour l'ID de nos différentes tâches. Bon, ça me rappelle qu'il nous faut passer une propriété ID ici pour identifier de façon unique nos différentes tâches. Donc, on va dire que c'est un nombre, number. Là, ça va faciliter l'incrémentation et il est obligatoire. Donc là, on va créer on va créer une propriété qui va permettre de nous rappeler à tout moment quel est l'ID de la tâche. Bon, le curseur, une sorte de curseur, quoi. Donc, qui va permettre de définir à quel niveau nous sommes par rapport aux différentes tâches qui ont été créées. Et ce curseur va juste être incrémenté à chaque fois qu'on crée les différentes tâches. Et il va servir d'ID en fait pour les différentes tâches. Donc, on va mettre current ID. Et pour cela, on va dire que ce sera un type number. Bon, implicitement, on va le mettre à 1 automatiquement. Bon, maintenant, on va commencer avec les différentes logiques de nos API, les différentes de nos API. Bon, la première logique, c'est celle qui va permettre de récupérer nos tâches, toutes nos tâches. On l'appelle getAll. Et elle va simplement retourner le tableau où sera stocké nos différentes tâches. Bon, dans les normes, si on était passé par une base de données pour stocker nos différentes tâches, cette fonction-ci serait asynchrone. Donc, on aurait un truc comme ça. Et on aurait à l'intérieur de notre fonction certainement une ligne qui va permettre que soit de lire, soit d'écrire dans la base de données. Cette instruction aide pour le bon fonctionnement, pour de bonnes pratiques, elle serait asynchrone pour pouvoir se rassurer qu'elle est effectivement faite avant de pouvoir continuer. Mais dans notre cas, juste puisqu'on utilise une variable locale pour stocker nos différentes tâches, on va la laisser synchrone. Voilà, c'est la fonction qui sera utilisée pour envoyer la liste complète de nos tâches. Donc, elle est assez simple, elle ne fait rien de particulier. Ensuite, on va passer à la fonction qui va permettre de récupérer une tâche en particulier. On va l'appeler get to do by IG. Dans la mesure où, pour le faire, elle attend à ce qu'on lui passe un IG qui sera un nombre. Donc, cette fonction, elle va tout simplement, cette fonction, on va d'abord se rassurer que l'ID qui nous a été passé correspond à une tâche qui a été stockée dans notre table de tâches. Donc, est-ce qu'il y a une tâche ayant cette ID-là? Donc, on va faire to do, gist to do, point, find. On va essayer de trouver une tâche qui possède l'ID qui nous a été passé en paramètre. Je termine l'instruction. Et on va dire si on ne trouve pas la tâche, alors on retourne. Bon, tout comme les pipes, il faut savoir que Next.js met à notre disposition des classes pour envoyer des erreurs assez communes, comme le not found exception. Donc, il y a des classes qui sont déjà embarquées avec Next.js pour pouvoir gérer ce genre d'exception, ce genre d'erreur. Donc, on va juste l'appeler ici le not found exception. Non, c'est une classe, donc on va créer une nouvelle instance. Tout simplement, on va passer un message en paramètre. Donc, le message sera, on va dire quoi? La tâche
euh, avec l'IG. Ok, j'aurais dû utiliser ici. Ici. Attache avec l'IG. Là, mais l'IG qui n'était pas ça, mais il simplement dit n'a pas été trouvé ou bien n'existe pas. N'existe pas. Et donc, par contre, si la tâche existe, on va tout simplement la retourner. Ok, là c'était pour la logique de la récupération des détails d'une tâche en particulier en passant l'IG. Donc, la prochaine logique qu'on va mettre en place, c'est la logique de création. Bon, là, c'était pour dans le CRUD, ça, c'était pour les reads. On va passer aussi pour la création. Donc, on va créer, on va même commencer par là, créer tout doux. Donc, ici, maintenant, on va utiliser notre GTO. Mais bon, ce qu'il faut noter, c'est que le GTO, lui, n'a pas vraiment d'effet ici, parce qu'on est dans le service. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la documentation de Next.js, le GTO, lui, il est plus utilisé au niveau du contrôleur, juste avant le contrôleur. Dans le service, il n'a pas grande importance, puisqu'il ne va pas valider dans le service. On ne valide pas dans le service, on va valider au niveau du contrôleur. Donc, ce qu'on va faire ici n'aura pas grande importance, mais puisqu'on l'a créé, on va essayer de le réutiliser dans le service. Mais il est important de noter qu'il n'aura pas, c'est pas ce niveau-ci que la validation est effectuée, elle est effectuée au niveau du contrôleur, juste avant le contrôleur. Mais on l'a déclaré dans le contrôleur. Donc à ce niveau, ça va se réutiliser puisqu'on l'a créé. On va pas créer un nouveau modèle, une nouvelle classe pour le service. On va réutiliser ce GTO. Donc on va dire todo qui va être créé. On va appeler classe créée todo GTO. Donc une fois qu'on a ceci, on va construire notre tâche new to do pour forcer le type. On va dire qu'elle est type to do. Elle va prendre un paramètre l'IG. Pour l'IG, on va utiliser notre curseur local qu'on a créé tout à l'heure. On va faire plus plus. Donc là, on passe le curseur et après on l'incrémente. Donc là, c'est 2 en 1. Ici, on va prendre le titre qui a été passé en paramètre et on va ajouter, comme on l'a dit ici, s'il y a un risque ici, vous allez voir il y a une erreur, on dit qu'il y a des paramètres. Bon, il a assigné, mais il n'existe pas. Il y a une autre erreur ici. Il manque de create add et update add. Dans notre modèle, sont ces propriétés ici. Il manque ici. On va dire par défaut, c'est le new it. Non, pour faire bonne pratique, on va créer une fonction date ici. On pourrait dire que c'est un string parce que généralement on va pas stocker la date. On va laisser date. Pas un problème, c'est un type de base de données. Donc je vais juste créer ici, initialiser. On va prendre une variable qui est égale à la date à l'instant où on va enregistrer notre tâche. Et c'est ça qu'on va passer ici à la propriété create at et à la propriété update at. Ah, c'est juste pour se rassurer que les deux ont la même valeur. Parce que si on fait comme j'ai voulu faire au départ, en faisant le mutat ici en haut et ici en bas, il peut y avoir certains décalages, même si c'est de l'ordre du milliseconde, de la milliseconde de temps pour moi. Cela n'est pas très, c'est pas insignifiant en fait. Sur un processus ou bien sur une opération qui peut prendre du temps, ce décalage peut être plus important. Donc là, c'est juste une bonne pratique. Et une fois que on a créé notre objet qui va représenter notre nouvelle tâche, on va l'ajouter à notre tableau, dans notre stockage local. Donc on va faire 10 todo. On va le pousser. Il aurait été intéressant de lancer notre serveur, voir s'il y a des erreurs. Et on va retourner, une fois qu'on a ajouté à notre tableau, on retourne notre nouvelle to-do qui a été créée. OK.
Voilà, c'est la logique de création. On va maintenant passer à la logique de mise à jour d'une tâche. Update to do. Et lui aussi, il va prendre. On va utiliser le DTO qu'on avait créé précédemment. On va l'importer. Ici, on va d'abord faire une opération de vérification. On va d'abord se rassurer que le... bon, ici, en plus de passer la structure, en plus de passer les différentes mises à jour, les différentes modifications qu'il faudrait effectuer sur la tâche, on va aussi demander l'ID de la tâche qui va être modifiée. Donc, ça sera le number. Et première vérification, on va d'abord se rassurer que la tâche qui va être modifiée existe. Donc, on va d'abord chercher à retrouver ça dans nos. Bon, ici, il va utiliser l'index, c'est pour pouvoir l'utiliser après lors de la mise à jour. Donc, je vais chercher d'abord, je vais faire un find index. Petit id. Donc, si on n'a pas dans notre tableau de tâches une tâche dont l'ID a été passé en requête, ceci va retourner -1. Donc, cette fonction fileIndex, elle retourne un index différent de 0, supérieur à 0 tant pour moi, si ceci est respecté. Et si on ne trouve pas, si l'ID passé ne correspond à l'ID d'aucune tâche dans notre tableau, ici on aura -1. Donc, on va dire ici on a -1. Ça veut dire qu'on n'a rien trouvé. Alors, on retourne la même erreur qu'ici en haut. Je vais copier cette ligne ici. Venir la coller là. Ça. Ok. Une fois que ceci a été fait, on va construire aussi notre. On va construire en fait l'objet correspondant à la version mise à jour de notre tâche. Donc, le type to-do. Elle sera égal. Donc, si c'est pas un return, c'est un true qu'on devait faire. Excusez-moi, on trouve une exception et on retourne un résultat. True. On veut toujours notre tableau. Et déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout d'abord la version existante de la tâche. Puisqu'on a l'index, ici on est sûr que l'index pour la tâche existe dans notre tableau de tâches. Donc on va d'abord passer les différentes propriétés de la tâche telles qu'elles étaient dans le tableau. Et ensuite, on va ajouter à cela les différentes modifications qui ont été passées en paramètres dans la requête. Donc ça va venir écraser. S'il y avait une propriété avant et qu'on l'a redéfinie le, dans le période de la requête, c'est la propriété, c'est la version qui est dans le période de la requête qui sera prise en compte. Donc là, c'est la déstructuration JavaScript. Je ne vais pas beaucoup expliquer cela. Bon, une fois ceci fait, on va aussi modifier le update at. Et on va dire que cela a été fait à la date à laquelle on a exécuté la mise à jour. On sera sûr que tout ceci. Là maintenant, on va remplacer la version de la tâche dans le tableau par ce nouveau to-do index. Par ce nouveau ce qu'on a construit. Là, c'est quoi? C'est le premier que j'ai mis. Ici, je mets. Donc, pour faire simple, on se rassure d'abord que la tâche qu'on veut modifier existe en base dans notre state, dans notre state local, dans notre, comment on appelle ça? Dans notre sauvegarde locale, si vous voulez. Ensuite, on renvoie une erreur si la tâche n'existe pas. On construit la version modifiée de la tâche en prenant d'abord les
les données de la tâche telles qu'elles sont dans notre tableau. Ensuite, on les surcharge avec les données passées en paramètre dans notre requête. On met à jour la date de modification, la date de dernière modification. Et on remplace, une fois ceci fait, on remplace la tâche par sa nouvelle version dans notre tableau de tâches. Et maintenant, on va retourner la tâche telle que, une fois modifiée, la nouvelle version de la tâche. Voilà, c'est la logique pour le update. Ensuite, on fait la même logique pour le delete. Bon, elle va prendre en paramètre l'ID de la tâche qu'on veut supprimer. On va faire ce même contrôle. Et si la tâche existe, tout ce qu'on fait, c'est supprimer 10 to do. On va utiliser la fonction splice autant pour moi. On passe l'index, la tâche et 1 pour dire qu'on veut supprimer cette tâche-là. Ok, bon, on peut retourner juste un message ici. Je vais prendre ceci. La tâche avec l'ID a bien été supprimée. Ok. Voilà, on a fait le tour. Là, on a mis en place toute la logique de notre API. Ce qu'on va faire par la suite, c'est maintenant définir les différents routes disponibles sur notre API. Donc, on va partir au niveau du contrôleur. Au niveau du contrôleur, ce qu'on va faire, on va d'abord commencer par importer notre constructeur, notre logique métier, notre service. Ici, le constructeur. On va appeler ça todo. Services. On dit que c'est notre classe todo service. Bon, une remarque, c'est ce todo-ci dans le décorateur du contrôleur. Donc, on va voir c'est un peu comme un namespace. C'est pour dire que toutes les routes qui sont liées à ce module todo seront préfixées par le todo. Donc, vous pouvez le voir ici à todo contrôleur. Si je crée une route, par exemple, on va le faire ici, de la route qui permet de récupérer toutes les tâches. Ici, elle sera en get. Bon, là, on ne passe aucun paramètre. On va l'appeler get all. Donc, ici, on va appeler notre to-do services get all. On va retourner le résultat envoyé par notre service. Bon, ici, il faut importer ce décorateur-ci. Donc, ce que je voulais vous faire voir, c'est cette nouvelle ligne cette nouvelle route qui a été créée. Donc, on a une route get to do au niveau get avec l'URL /todo qui a été créé. Donc, toutes les routes qui seront dans notre module todo seront disponibles depuis, on va dire pas depuis l'URL /todo. Donc, ce sera un peu le préfixe de toutes nos routes. Donc, une fois ceci fait, on va continuer avec les différentes routes. Là, c'est le get. On va faire le deuxième get pour récupérer les informations d'une tâche en particulier. Donc, ici, on va définir un paramètre ID. Si je fais ça, je peux pas enregistrer parce que il manque la classe en dessous, la méthode en dessous. Get to do by ID. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un pipe. Parce une chose importante à noter, c'est qu'au niveau de l'URL, bon, pour faire simple, cette route va correspondre à notre route de ce genre. On aura to do de
du to-do slash et on va passer l'ID. Ça peut être 1, 2, ça peut être 1, 2 ou 3. Donc là, ça sera l'ID de notre application. Mais généralement, cet ID qui est placé après, il est vu comme une chaîne de caractères, non comme un chiffre, parce que ça peut être n'importe quoi. Donc généralement, le navigateur nous l'envoie sous forme de chaîne de caractères. Maintenant, pour forcer le chip, il sera sûr que c'est bien un chiffre qu'on reçoit, parce que nous, rappelez-vous, ici, on va appeler notre logique métier qui se trouve dans notre service. C'est get to do by ID. Et lui, là, il s'attend à recevoir un nombre, pas une chaîne de caractères. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va récupérer le paramètre dans notre route avec le décorateur arrobas param. On va dire c'est ce param-là, on l'a référencé sous forme de IG. Donc, c'est ça qu'on passe ici, IG. Et pour forcer le chip et se rassurer que c'est bien, on va mettre là, pass int, notre pipe, pass int pipe. Non, c'est pas arroba, c'est juste pass in pipe. Et ensuite, on récupère ce paramètre-là. Super. Et on dit le type number. Une fois qu'on l'a, on peut le passer à notre fonction ici. Donc, pour récapituler, on a défini notre route qui permet de récupérer, là voici ici en bas, qui permet de récupérer les informations d'une tâche en particulier, ça ce format-ci. Et comme je le disais, le navigateur, lui, il envoie ce paramètre sur forme de chaîne de caractères. Donc, grâce à la fonction embarquée, grâce à ce décorateur-ci, on va récupérer les différents paramètres de notre route. Et grâce à ce pipe-ci, on va se rassurer que le paramètre en question, il est converti en entier et il est passé directement à notre contrôleur. Donc, pour rappel, si on se rappelle bien, j'ai dit les pipes interviennent juste avant. Donc, les pipes interviennent juste avant le contrôleur. Donc, ce sont des interfaces qui seront exécutées juste avant le contrôleur. Et voilà, ils permettront de valider et parfois de transformer les requêtes de nos les requêtes avant qu'elles n'arrivent au niveau de notre contrôleur. Donc, dans ce cas-ci, il va récupérer l'ID et le transformer en entier avant de le passer à notre contrôleur qui lui va le passer à notre service. Donc, ici, on n'oublie pas de return le résultat. Et on va continuer avec la fonction qui va permettre de créer. Donc là, ce sera en post. Bon, on ne passe rien, ce sera au niveau de la racine. On va peut créer. Et là, par contre, on va aussi passer notre validateur qu'on a créé nous-mêmes ici. Donc, on va dire qu'on veut un truc. On va appeler ça quoi? Tout doux, c'est pas. Mais ce sera sur ce format-ci. Et là, lui, il va se charger de valider toutes les propriétés telles qu'on les a définies dans notre DTO, dans notre Data Transfer Object. Donc, ici, on appelle le service qui est en charge de la création et on lui passe les données. Il faut importer le post. OK. Maintenant, pour l'update, on va faire la même chose. On va utiliser le patch, la route en patch, le web patch. Et on va appeler ça update. Ici aussi, même chose. Chose très importante. Bon, là, vous pouvez me dire s'il y a des trucs qui se répètent. Mais du moment où le verbe n'est pas le même, du moment où la méthode n'est pas la même, on n'a pas de souci. On peut utiliser on va dire quoi, les mêmes routes, avec en fait, du point de vue du nom, parce que c'est le ressemble. Ça, vous allez voir, c'est slash to do ici, c'est slash to do ici, mais la méthode à côté est différente. Là, c'est un guide, là, c'est un post. Donc, pour l'update, on va dire, lui, il s'attend à avoir, lui, il doit avoir deux choses, l'ID qui est passé en paramètre de la requête, dans l'URL de la requête, et on va dire les paramètres à modifier dans la tâche. Donc, on va d'abord faire la même chose que là en haut, en récupérant l'ID et en le convertissant en entier. This ID type number. Ensuite, on va dire qu'on prend
dans le corps de la requête. Ici, j'ai oublié. Dans le corps de la requête. Body. OK. Ici aussi, on prend le corps de la requête. Et on va appeler notre validateur qu'on a créé tout à l'heure. Update to do GTO. Ici, j'ai oublié la virgule. J'enregistre. Return. Appelle le service. Et lui, qu'est-ce qu'il update? Lui, il veut avoir le todo. Ensuite, il veut l'ID. OK. Là, ça me paraît bon. Maintenant, on va passer à la fonction delete. À la méthode pour supprimer une tâche. Todo, delete, je crois que c'est non. Bon, lui aussi, il va en paramètre dans la requête. L'ID. On va faire la même opération pour se rassurer que l'ID est récupéré sous forme de chaîne de caractères. Passe l'ID. OK. Là, on a nos différentes requêtes, nos différentes routes disponibles sur notre module Todo. Et cela est bien listé ici au niveau des logs de notre serveur. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer au test de notre API pour se rassurer que tout fonctionne bien tel qu'on l'a défini. Ok, là, je vais ouvrir Insomnia et vous montrer à quoi ça ressemble. Là, ici, c'est Insomnia. Je vais vous montrer à quoi le résultat ressemble. Donc là, j'ai déjà créé les différentes routes sur notre API. Donc, j'ai les 5 routes de recrute. Bon, comme je vous l'ai dit tantôt, par défaut, notre application est lancée sur le port 3000 de notre machine. Donc, l'URL pour tester ressemblera à ça, http localhost 2.3000 et slash le préfixe de notre route. Donc, tous nos routes sont préfixées par Todo. Donc, pour récupérer les différentes tâches, pour récupérer toutes les tâches créées dans notre application, on va utiliser cet outil. Si je lance la requête, on ne renvoie rien. On va débugger ensemble. Contrôleur. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Nous du contrôleur. Ah, on n'a pas initialisé. Bon, là, on a défini le type de notre tableau qui va permettre de stocker les tâches, mais on n'a pas initialisé. Donc, je vais mettre là un tableau vide. Si je réessaye, ça donne. Ok, on a un tableau vide. Là, il n'y a aucune tâche. Si c'est ici, ça donne. La tâche avec l'ID 1 n'existe pas. Ok. Et vous voyez là, le statut de l'erreur, c'est en 404. Donc là, c'est grâce à notre fonction, à notre exception ici. Elle retenu le bon statut par défaut. Donc, on va créer une to-do. Là, j'ai déjà un truc. Donc, si on se rappelle le type de notre GTO, en fait, c'est qu'on passait en paramètre le tir et la décision. La décision, elle est optionnelle, mais le tir, lui, il est obligatoire. Donc, on va balancer un truc là, comme ça. On va créer une tâche, finir la vidéo en discussion et regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, si on a, ok, on a l'ID, le tir, la décision créée. On n'a pas le complete. Je crois que je vois d'où vient l'erreur. Voilà, on débuter ensemble. Ok, on doit mettre le complete par défaut à false. Donc, ça veut dire que ce qu'on a fait ici, en fait, ah ouais, c'est logique, ça va pas prendre.
Ah, c'est une classe. On va faire ça là. Ok, si je reviens. Bon, comme je voulais dire, un inconvénient du fait de stocker nos différentes tâches dans une variable comme ça, c'est qu'à chaque fois qu'on modifie que le serveur, lorsque je fais un truc comme ça, que je modifie, lorsque le serveur de développement, lui, il est relancé à chaque modification, le contenu de cette variable sera effacé. Donc, ce que j'avais créé ici, si je passe sur get all, je relance, il n'y a plus rien. Ça a été effacé parce que on a modifié le code, le serveur a relancé, il a accompli, il a relancé le processus. Donc, du coup, il a effacé la variable. Donc, on va recommencer. On lance là, et bien, et on a le complete à false. Il faut, OK. Ah, c'est bon. On va créer une autre tâche. Chaque fois, on va juste passer le titre et dans la description pour voir si ça marche. Balance. OK. Description, pas de description. Là, c'est bon. C'est le comportement qu'on veut. Une autre. Mais si on va un peu oublier le titre, on a un message d'erreur à 400. Donc, l'erreur par défaut, les 400. Là aussi, c'est géré par notre pipe. 400 par défaut, bat request. Et il dit que le title must be donc il demande de passer absolument le chiffre. Donc c'est un peu ça. Ici c'est title must be screen, mais il ne dit pas que le title est requis. Je crois que là on aurait pu aller un peu plus loin dans nos DTO. C'est mettre ici un autre truc pour dire is require. Ouais, il n'existe pas. Oh, ok, il n'existe pas. Must be screen. Ok. Et du coup, si je passe. Donc, du coup, là, je dois passer absolument un truc avec le chiffre. OK. Là, je passe. Ça a bien été créé. Si je veux un truc par défaut, bon, si je liste encore de nouveau les différentes tâches, on a papa. Si je veux une tâche en particulier, ici, je passe avec l'ID de, j'ai la tâche. Si je passe un ID qui n'existe pas, il y a une erreur, la tâche avec l'ID n'existe pas. 404, le statut, c'est le bon. Si je veux mettre à jour, par exemple, une tâche, on va dire la tâche 3. Je vais la mettre à jour. Là, je mets le complete à trop. C'est la tâche 3, le complete la false. La false. Ici, je vais le placer à 3. Je passe juste cette propriété-là. OK. Là, ça marche. Si je récupère à nouveau nos tâches, ici, il est passé à trop. Et le update a-t-il a changé? Donc, ouais, update a-t-il a changé? Si je veux supprimer une tâche, je vais supprimer la première tâche. OK, là encore on n'a rien. On va débugger. On commence par le contrôleur d'abord. Ah, ok. Ici, on ne retourne pas le message. Mais par contre, si j'enregistre, ça va envoyer effacer tout ce que j'avais fait. Mais juste pour voir, je crois que la tâche, là, la requête avait été reçue, elle a pris le contrôleur, mais sauf qu'elle n'a pas retourné le résultat. Mais la tâche a été bien supprimée parce que si on vient regarder ici, rappelez-vous, c'était la tâche 1 qu'on a envoyée ici là. La tâche 1 n'existait plus, juste qu'on n'a pas eu le message qu'on avait mis dans notre logique, dans notre service. Ici, on n'a pas eu ce message ici parce qu'on ne retourne rien dans notre contrôleur. On a appuyé sur le service sans toutefois retourner le résultat. Donc, je vais enregistrer. Bon, là, ça va tout effacer naturellement. On n'a plus rien. Moi, je vais créer la tâche. OK, je fais get all. OK, j'ai un truc. Bon, je vais créer une autre tâche vite fait. OK, je fais get all. Je l'ai. Si je fais remove, je remove la première tâche. La tâche avec la régie 1 a bien été supprimée. OK. Si je viens ici, je scène. OK. Bon, voilà. Voilà que tout marche. OK, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, ce que vous en pensez. Les points ici, il y a des points que vous voulez que j'éclaircisse. Pour la prochaine vidéo, on va introduire des bases de données. Donc, comment essayer nos données en base de données, comment les persister en base de données. Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, lorsque je modifiais un truc et que je relançais le serveur, on perdait nos données. Dans la prochaine vidéo, on va concerner cela. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout pour ceux qui sont restés.
N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être mis à jour lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Je poste des vidéos par semaine. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo.